Bonjour à toutes et à tous, merci pour nous rejoindre pour cette Web TV dont le titre sera les enjeux, en tout cas le sujet seront les enjeux du service de trésorerie dans les ETI. Sans plus tarder, je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table. Nous avons avec nous Jean-Baptiste Bernard, directeur administratif et financier du groupe Massy. Nous avons Martin Dallaire, ingénieur commercial de la société DIMO Software. Bonjour. Et Maxime Lemoigne, ingénieur commercial de la société Kiriba. Bonjour. Merci encore une fois à tous les trois de participer à cette table ronde. Sans plus attendre, Jean-Baptiste Bernard, quelques mots sur la société Massy. Oui, avec plaisir. Massy, pour vous présenter en quelques mots qui nous sommes, ce que nous faisons. Massy est une ETI, un groupe de sociétés, taille ETI, 25 sociétés, capital 100% familial. On intervient dans le secteur de l'emballage métallique, tout type d'emballage métallique, sauf les boîtes boissons, donc des boîtes à conserve, des capsules, des aérosols. 25 sociétés dans le groupe, perso historique en Bourgogne, grosse présence en Europe, Espagne, Portugal, et puis des implantations importantes également au Canada, au Maroc, en Inde, en Russie. 25 sociétés, je ne vais pas toutes les localiser, mais 25 sociétés au total dans le groupe, 1700 personnes et une activité, vous l'avez bien compris, industrielle, puisque nous fabriquons des emballages métalliques. Merci. Martin, même chose, DIMO Software. Déjà, je suis très heureux d'être là. Je suis honoré que Jean-Baptiste ait accepté de témoigner. Aujourd'hui, je suis juste le représentant de l'équipe de la BU Finance chez DIMO Software. On a tout un centre d'excellence dont une équipe dédiée à Kiriba. Partenaire et intégrateur de Kiriba. Voilà, exactement. Donc, on est partenaire intégrateur de Kiriba. Pour la petite histoire, DIMO Software, on s'est fondé il y a 26 ans. En étant intégrateur de solutions de trésorerie. Donc on a un très long passé et un très long avenir aussi sur les solutions de trésorerie. Aujourd'hui, on a 400 clients actifs dans toute la France, principalement des ETI. Et au cours de cette croissance-là, on s'est aussi développé sur d'autres thématiques, d'autres besoins des entreprises. Et il y a un dénominateur commun, c'est que ces besoins n'étaient pas couverts ou mal couverts par les ERP comptables ou les ERP de paye. Donc on va adresser des sujets avec des solutions sur de la BI, sur de la gestion de la maintenance, sur des déplacements collaborateurs où on est éditeur avec Nautilus ou encore sur le CRM. Et moi je fais partie de la BU, donc la Business Unit Finance, où on va adresser les besoins d'une direction financière comme peut-être celle de Massy, sur 3 sujets. Le poste fournisseur, donc c'est dématérialiser vos factures fournisseurs, et ça c'est un sujet depuis quelques années très fort chez les entreprises. Le sujet de la trésorerie, vraiment central au cœur de notre BU, et le sujet du poste client, où là on va adresser, c'est des besoins forts depuis quelques années sur l'automatisation comptable, l'automatisation du lettrage des créances clients notamment, et l'aide au recouvrement. Voilà. Merci. Maxime, société Kiriba. Tout à fait. Ravi de partager ce moment avec vous. Kiriba, donc nous sommes une société franco-américaine avec notre siège social aujourd'hui aux États-Unis, même si nous gardons un très fort cœur français, si je puis dire. Nous sommes leaders sur les solutions de gestion des liquidités au sens large du terme. Ça repose sur 5 piliers principaux. La gestion de la trésorerie, la gestion de tout l'aspect paiement de l'entreprise, tout ce qui va toucher à ce qu'on va appeler transactions financières, gestion de la dette par exemple, ou des placements. Une brique qu'on va appeler optimisation du besoin en flux de roulement. Et enfin, la dernière brique, un peu plus récente que nous avons développée il y a quelques années, très liée à l'actualité, qui est une brique lutte contre la fraude, tout simplement. Nous y reviendrons tout à fait. Merci à tous les trois pour cette présentation. Alors, première question, et je vais m'adresser à Jean-Baptiste, mais quels sont les enjeux d'une direction financière en 2021 liée à une crise forte qui perdure et qui continue? Et puis, comment est-ce que cela se traduit-il sur une gestion de trésorerie au quotidien? Jean-Baptiste?
Alors, pour parler un peu de Massilly, comment nous sommes organisés, le groupe Massilly, avec ses 25 sociétés chapeautées par une holding, moi je suis rentré dans le groupe il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Il faut déjà bien comprendre que nous sommes en croissance. Quand je suis rentré dans le groupe, on était 2 fois plus petit que ce que nous sommes aujourd'hui. Et on a toujours eu une culture dans le groupe très décentralisée, une culture très décentralisée où les sites, les sociétés, et puis ça a perduré avec toutes les opérations de croissance que nous avons fait, ont toujours eu une autonomie assez forte. On a néanmoins, parce que ça fait partie des fonctions vitales à contrôler et à assurer, bien entendu, tout, très rapidement, historiquement dans le groupe, demander à avoir de la visibilité, puis du contrôle sur le cash, la trésorerie, l'endettement, sur toutes ces notions-là. Quand on est arrivé en 2020, le groupe fonctionnait comme, comme dans le prolongement des dernières années, où on avait déjà quelques enjeux sur lesquels on devait faire face pour la gestion de notre trésorerie, des enjeux de sécurité, parce qu'on on était bien, puisque nous utilisions déjà depuis quelques années une solution de trésorerie, on était déjà dans des protocoles de sécurité, on avait fait de l'été bac 3, on était passé en été bac 5, mais on sentait qu'on n'était pas encore suffisamment sécurisé. On avait par exemple encore beaucoup trop d'opérations par fax. Et ça s'est accéléré avec le confinement, le télétravail, où bien entendu c'était un peu plus compliqué que jamais de fonctionner sur ces aspects-là. Donc, quand on est rentré, le besoin de sécurité s'est renforcé, et puis surtout un besoin, puisqu'il faut se remettre dans le contexte, à peu près il y a un an à la même époque, le besoin de vite contrôler, savoir où est-ce que nous en étions au niveau de notre cash, hein, parce qu'on était tous très préoccupés sur le cash, cette notion ô combien vitale par les temps de crise que nous avons vécus. Et là est apparue un peu plus la difficulté qu'on avait chez nous à lire convenablement notre situation de trésorerie, notre situation d'endettement. On avait tous les process qui allaient bien, le reporting mensuel où on avait toute cette visibilité sur la situation cash, endettement de chacune de nos filiales. On consolidait tout ça facilement. Mais quand il a fallu descendre la maille de temps, c'est devenu compliqué. Quand il a fallu se projeter sur du court terme, le long terme, on y arrive. C'est un autre sujet. C'est pas les outils de trésorerie, c'est des budgets, des business plans, c'est des choses comme ça qui vous emmènent sur le moyen et le long terme. Mais sur le court terme, la position dans une semaine, 3 semaines, un mois, 2 mois, des choses qui sont de la trésorerie, le RP, ces liens, ces interfaces. Il nous est apparu que on pouvait faire beaucoup mieux que le mode de fonctionnement que nous avions, parce que on n'avait pas retouché nos interfaces, notre mode de fonctionnement, notre intégration complète au niveau du SI entre notre système comptable et notre système de trésorerie. Et donc voilà, c'est le deuxième sujet qui est apparu, la gestion du cash, de l'endettement et la prévision de trésorerie. Voilà les sujets, sécurité, gestion du cash. C'est les gros sujets qui sont apparus à la même époque il y a un an. Merci Jean-Baptiste. Même question pour Martin, d'Imo Software. Oui, effectivement. Alors déjà d'un point de vue global sur notre service finance, dédié à la finance, on a vu un arrêt assez brutal en mars dernier 2020 des projets financiers, et après une reprise très forte, Oui. que ce soit sur la trésorerie, sur la dématérialisation des factures ou de l'automatisation. Il y a un vrai besoin d'automatisation. D'ailleurs, c'est ce qu'apporte Kyriba aussi dans un service. Donc voilà, les enjeux qu'on a vus,
Déjà, il faut partir du principe que sur les prévisions très court terme, les entreprises françaises, ETI, sont déjà bien équipées. Depuis historiquement, elles sont équipées d'outils performants. Par contre, comme l'a dit Jean-Baptiste, comment on fait sur les prévisions de trésorerie moyen-long terme? Pour nous, c'est du quelques semaines à quelques mois. C'est celle-là. Après, ça passe en budget, effectivement. Et là-dessus, il y avait un vrai besoin. On peut classer sur deux types d'entreprises, je pense. Celles qui profitent de la crise, enfin de la crise du contexte, et ont un besoin à ce moment-là, peut-être d'avoir des liquidités pour s'offrir il peut y avoir des opportunités de marché. Voilà. Bien sûr. Et d'autres qui ont plus de mal dans ce contexte. On en discutait en préparant cette... Effectivement, et d'autres qui ont peut-être dans un contexte plus difficile aujourd'hui. Et là, c'est bien suivre son financement et pouvoir se projeter sur son financement. Très bien. Voilà. Et un deuxième point, je pense aussi, c'est la sécurité. La lutte contre la fraude, mais aussi avoir une solution robuste dans les temps qui courent. On est témoin, nous, chez Dimo, on le voit parce qu'on a 3000 clients, souvent avec des solutions qui sont hébergées chez eux, et on a plusieurs fois par semaine des retours de notre RSSI nous disant tel client a réellement un malware et a tous ses systèmes bloqués. Donc ça, c'est un enjeu de sécurité. Je reviendrai sur cette... C'est un point que je voudrais qu'on aborde tous les trois. Exactement. Voilà. Superbe. Même question, côté Kiriba, donc l'éditeur, les enjeux de la direction financière. Si on revient il y a maintenant un peu plus d'un an en arrière, les demandes ont relativement changé et se sont recentrées sur des besoins, on va dire, un peu plus fondamentaux pour les trésoreries d'entreprise. Il y a juste à regarder l'actualité du premier confinement où le terme trésorerie d'entreprise, vous pouviez l'entendre tous les jours à la télévision. Alors nous, ça ne nous choque pas parce qu'on l'évoque au quotidien. Où est mon cash? C'est ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste. Exactement. Et donc ces nouveaux besoins sont matérialisés en 3 axes selon moi. Donc le premier que Jean-Baptiste a évoqué, que sont les prévisions, plutôt court terme, savoir dans 3 semaines globalement où j'en serai au niveau de mon cash. Donc ça a été beaucoup demandé par les directions générales et c'était un sujet très, très en vogue, si je puis dire. Le second, la visibilité sur le cash, savoir où est mon cash et quand puis-je le récupérer, quelle est la disponibilité de mon cash globalement. Et le troisième thème, qui est très lié, on va dire, avec l'augmentation du télétravail en France, qui est le thème de la sécurité, et là qui se divise en 3 sous-parties. Le premier, qui est la lutte contre la fraude, bien entendu, qui n'est pas un sujet nouveau, mais qui a été accru avec l'augmentation du télétravail en France. Vous avez 80%, je crois, des sociétés qui disent officiellement ou non avoir été fraudées. Tout à fait. Donc je pense que les 20%, c'est faute de communication, on va dire ça comme ça. Mais exactement. Ça a enchaîné aussi sur une revue des process, donc une sécurisation par exemple des cycles de paiement, en mettant en place certains workflows de validation dans les sociétés, la double authentification pour l'accès aux différents logiciels utilisés par les entreprises, et enfin une sécurisation des données, pouvoir protéger les données de son entreprise, tout simplement. Merci, Maxime. Merci à tous les trois. Autre question qui nous intéresse, et je vais la poser comme ça, c'est pourquoi est-ce si indispensable de structurer son service de trésorerie dans ce contexte si particulier de crise? Jean-Baptiste, peut-être, pour commencer? Avec plaisir. Pour nous, ce qui nous manquait en premier lieu, c'était d'avoir des visibilités complètes sur la trésorerie. Quand on a 25 sociétés, quand on est très implanté à l'international, on avait historiquement une très bonne lecture de toute la trésorerie française, un peu dans le cas de figure qu'évoquait Martin, où on était déjà outillé, mais on était franco-français. Et il fallait donner au groupe une visibilité internationale sur la lecture de la position de trésorerie. Et ça, c'est primordial pour nous, d'avoir cette lecture complète de notre trésorerie. Améliorer la prévision, on l'a dit, éviter les erreurs de saisie, éviter, j'ai envie de dire, digitaliser, automatiser, aller encore plus loin, puisque c'est des chantiers, des travaux qui sont jamais finis, d'intégrer les systèmes, d'automatiser tout ce qui peut être automatisé dans la fonction finance, de façon à se concentrer, c'est bien normal, sur les tâches à valeur ajoutée, la prévision, l'analyse,
le risque, la gestion du risque, le risque de fraude, travailler sur les process. Il vaut mieux redéfinir, remettre à plat des process internes plutôt que de compter ou de se faire envoyer des informations sur les prévisions de trésorerie ou des informations sur les soldes même de trésorerie de la part de l'ensemble des filiales. C'est tout un tas de choses, de tâches qui sont facilement automatisables via des systèmes. Donc pour nous, c'était important quelque part dans l'évolution du groupe. Ce que je suis en train de dire, c'est juste de faire naître et d'avoir et d'appuyer encore plus cette notion de trésorier central, dans le sens gestion de la trésorerie, gestion de l'endettement, mais gestion du process également, parce qu'on ne peut plus travailler que sur les chiffres sans comprendre le process qui est en amont. Sur la sécurité, c'est excessivement vrai, mais sur la prévision, ça l'est tout aussi. Donc on est en train, de facto, dans le groupe, de faire naître progressivement, de structurer cette notion de trésorier au sein de la holding du groupe. C'est normal, c'est là-bas qu'elle doit être. Alors cette notion, elle existait, mais vous savez comme moi, la vraie vie du quotidien fait que quand on a une visibilité complète, quand les process ne sont pas totalement harmonieux, que la filiale, la dernière rentrée qui est dans tel pays, on n'a pas réussi à la connecter, à la mettre dans le RP, à la mettre... Voilà, on trouve toujours des limitations qui font que la fonction n'est pas pleinement portée par la personne à qui on veut la confier. L'outil se doit d'accompagner la politique. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire chez nous, Massy. Voilà, donc la fonction de trésorerie, l'efficacité opérationnelle, et puis la sécurité, plus que jamais, encore et toujours. Vous parliez tout à l'heure de double authentification, vous parliez de validation. Voilà, nous, ça nous permet, on a pris aussi dans l'actualité de tout ce qui s'est passé en 2021, en travaillant, en regardant notre cartographie des risques, la nécessité alors c'est des choses très compliquées parfois la sécurité, mais c'est aussi des choses très simples. Je vais juste illustrer ça, par exemple, toute la demande et la modification de la base de RIB, la base d'identification de là où on envoyait toutes nos opérations, tous nos flux. Ça se traite dans le RP, bien entendu, on l'avait fait déjà depuis quelques années, mais dans l'outil de trésorerie, tous les virements, ça va avec le virement papier, hein. On n'était pas outillé, on n'était pas organisé convenablement. On se doit maintenant, c'est plus possible en 2021 avec le niveau de risque qui pèse sur toutes les organisations, toutes les directions financières, de ne pas traiter convenablement ces sujets-là. Sécurité est primordiale également. La sécurité est primordiale également. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Alors du coup, c'est quoi les prochaines étapes donc dans la structuration de la fonction de trésorerie chez MACI? Alors, quand on a construit notre projet d'intégration avec l'aide de Dimo sur base Kyriba, on est des gens assez... on essaye d'être pragmatique, et puis comme l'a dit Martin, c'était assez compliqué quand même, puisque nous, on a mené ça, deuxième semestre de l'année 2020. On a mené un projet où on s'est dit, on va déjà reproduire l'existant dans sa couverture fonctionnelle et sa couverture géographique. On ne va pas apporter d'énormes évolutions, une chose après l'autre. On a déjà une dizaine de sociétés en France, 60 comptes bancaires, 6-7 banques, établissements bancaires avec lesquels il faut travailler. Donc la première étape était sur cet existant d'apporter les quelques évolutions, l'arrêt du fax, la redéfinition des tâches, la redéfinition des process, la redéfinition des interfaces avec le RP pour prévision client, prévision fournisseur, redéfinition du mode d'intégration des prévisions hors système comptable. Je pense à tout ce qui est fiscal, social, tous ces éléments-là. Jean-Baptiste ? Voilà. Donc on a travaillé simplement sur l'existant. Maintenant, nous voilà prêts pour, premièrement, améliorer la couverture géographique. Ouais. Hein,
puisqu'on a fait le choix d'une solution qui est française, mais qui est internationale. Et donc, la perspective de pouvoir aller sur toutes nos implantations, ou en tout cas sur les plus significatives, les plus importantes. Je pense à de l'Europe, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. Je pense à du Canada, je pense à du Maroc. Vous voyez, c'est des sociétés qui, chez nous, sont très importantes et il va falloir qu'on les intègre. On a le même ERP. Il n'y a qu'un petit pas presque à franchir maintenant pour pouvoir les intégrer dans la solution de trésorerie et n'en avoir qu'une. Donc, la couverture géographique, ça c'est la première chose qu'il faut qu'on améliore chez Massy. La deuxième chose, c'est de continuer encore plus de structurer cette fonction de trésorier à l'intérieur du groupe. Alors, c'est important pour l'existant, mais c'est important surtout pour préparer l'avenir. Toutes les entreprises, on a traversé la crise de façon différente. Nous, chez Massy, on a la chance, le privilège de faire, comme je l'ai dit, de l'emballage métallique. Pour beaucoup, c'est de l'agroalimentaire, donc on a plutôt bien traversé la crise. Il n'est donc pas exclu demain que l'on fasse des opérations de croissance externe. Il va être important demain encore et encore de bien contrôler notre cash, notre endettement et d'aller plus loin dans cette intégration du groupe. Le groupe ayant grossi, probablement va continuer sa croissance. Il va falloir structurer encore plus la fonction de trésorerie. D'accord ? C'est un deuxième enjeu pour nous. Et puis, on a un gros enjeu aussi chez Massy qui est un peu une particularité. On est avec une activité industrielle où on est très intégré à l'intérieur du groupe. Très intégré, ça veut dire qu'on a beaucoup d'opérations interco. On a, pour faire simple, on a plus de 60% d'opérations interco. D'accord ? C'est là où le groupe fait 100 de chiffre d'affaires. La totalité des facturations des entités du groupe, c'est 160. D'accord ? Donc c'est énorme, 60% d'interco. Et ce 60% d'interco, bien entendu, il vient perturber un petit peu cette prévision de trésorerie, puisque ce ne sont que des cascades de règlements. La société A règle B, qui va régler C, qui va régler la holding sur le compte courant et l'avance de trésorerie. Et donc tout ce process, ce qu'on a vu avec le choix que l'on a fait avec Dimo Kiriba, c'est la possibilité de passer demain en netting, c'est-à-dire de mettre en place une solution automatisée. On avait essayé, comme tout le monde, on a essayé avec un bon tableur de se dire on va travailler, on va remplir le fichier, on va faire circuler, mais c'est pas possible de fonctionner convenablement avec une chaîne de mail, un bout de tableur pour 60% d'opérations internes, alors qu'une bonne solution de netting, puisqu'il n'y a qu'un pas à franchir, la trésorerie étant interfacée avec la compta, toutes les informations interco, c'est que des règlements lotières et internes au groupe, mais il y a de l'automatisation à faire, il y a de l'industrialisation à faire pour arriver à mettre en place une solution de netting, et c'est quelque chose sur lequel on a de belles perspectives. Accessoirement, ça peut nous simplifier aussi la relation bancaire, réduire un petit peu les frais à l'intérieur du groupe, et puis faire des choses qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans la gestion du cash, même si toutes ces opérations, maintenant, c'est J+1. C'est encore plus simple si c'est J, et c'est encore plus simple si ça reste à l'intérieur du groupe et qu'on fait plutôt des jeux d'écriture par compte courant, appuyés sur la convention de trésorerie qu'on a déjà en place historiquement, mais par des jeux de compte courant. Tout ça très industrialisé, ça ne peut que marcher à merveille. C'est du travail pour mettre en place, mais on a de très belles perspectives également avec le netting chez nous. Merci. Et encore et encore, la sécurité, je ne le dirai jamais assez. On va en reparler un petit peu. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Même question, côté intégrateur, Dimo Software. Notre vision, effectivement, ce que dit Jean-Baptiste, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de TI, nous aussi, de notre côté. Et Kiriba, c'est une solution qui va structurer, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est pour juste utiliser d'autres mots, va structurer aussi l'entreprise à ce niveau-là. Et va la structurer, et ça on le voit sur tous les projets déjà, un gain de temps en automatisation. On va automatiser sur beaucoup de process.
que ce soit du rapprochement, que ce soit même de certains process de prévision, et donc, ou de la comptabilisation. Et donc ça, c'est un gain de temps quand même assez important. Ensuite, c'est ce qu'on voit, c'est harmoniser les process. Et comme l'a dit Jean-Baptiste encore une fois, avec un tableur pour le netting qui passe de main en main, là, on va tout avoir centralisé. Avec des process, des canaux, avec des utilisateurs. Et ça va permettre d'avoir une visibilité déjà plus simple sur ces process et de voir aussi, de pouvoir déceler les failles de vulnérabilité à ce moment-là. Donc on va avoir cette visibilité en termes de risque qui est beaucoup plus forte. Voilà. Et puis après, on peut effectivement, ce qui est bien dans un outil, et comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est ce qu'ils veulent faire. Je me souviens, quand on avait commencé nos discussions, il y avait ces deux sujets vraiment forts sur l'international et sur le netting, et qu'on avait regardé, et on s'était dit, premier lot existant, voilà, on le fait bien, puis après, évoluer sur les autres pays. Et cette solution-là va permettre de connecter tous les pays d'un groupe, et avoir cette visibilité globale très très rapidement. Même question pour l'éditeur qui est Kiriba, Maxime. Si je dois reprendre déjà les propos de Jean-Baptiste, il y a 3 topics très forts qui se dégagent, dont 2 qu'on a déjà assez largement évoqués, qui est la visibilité sur le cash et la sécurisation des process, lutte contre la fraude, etc. Le troisième qui m'intéresse particulièrement, c'est l'internationalisation, et donc soutien de la part de l'éditeur à aider le client à croître, tout simplement. Et Jean-Baptiste a employé un terme qui me plaît bien, c'est aller plus loin. Et quand on choisit un éditeur, on y reviendra sans doute par la suite, il faut le choisir à l'instant T, bien entendu, et voir sa capacité aussi à l'accompagner, que ce soit en termes de besoins fonctionnels aussi, mais aussi en termes de segments géographiques, où veut aller le client. Est-ce qu'il va s'implanter dans de nouveaux pays? Est-ce qu'il est déjà présent dans certains pays et qu'on les mettra en place dans quelques mois, années à venir? Ce sont des sujets très importants. Une question qui me vient. Comment est-ce que Kiriba et son intégrateur, qui est Dimo, va accompagner un client sur justement l'international? C'est-à-dire qu'il y a quoi? Vous regardez les banques d'un côté, vous regardez les pays, comment ça marche? On va regarder un certain nombre de choses en amont. Et la chose la plus importante dans un premier temps, et je pense que Martin sera encore mieux placé que moi pour en parler, c'est faire une analyse très concrète de ce que le client a déjà en sa possession. Donc typiquement, en effet, où sont les sociétés, avec quelle banque travaille-t-on, répartis sur combien de comptes bancaires, avec quel protocole bancaire on veut travailler, puisque ça peut être divers et variant. On peut travailler avec des protocoles régionaux, type les BICS en France ou les DITRAN en Espagne, par exemple. Et si on veut harmoniser tout ça, passer peut-être par le protocole SwiftNet. Donc il y a une analyse très fine à effectuer en amont afin de cadrer le projet. Le client, on récupère le besoin du client. L'intégrateur dit, est-ce que vous faites cette étude aussi et regarde ce que fait l'éditeur. Tout à fait. Dit, est-ce que dans tel ou tel pays vous savez faire, comment on peut faire, voici les solutions, 4 solutions, ok. Exactement. Très bien. D'où l'importance aussi de bien être conseillé en amont et d'avoir vraiment cette phase d'analyse. Et idem côté éditeur, voir quels peuvent être les besoins futurs pour le client. Jean-Baptiste parlait d'internationalisation. Typiquement, est-ce qu'on va devoir financer ces projets d'internationalisation pour la société? Donc, bien choisi. Vous avez des partenaires bancaires? Tout à fait, on travaille avec des partenaires bancaires à ce niveau-là. Même dans l'application Kiriba en elle-même, on peut suivre tout simplement ces financements, puisque l'idée n'est pas que gérer la trésorerie, donc la réception des relevés de compte, mais gérer la liquidité au sens large, et donc avoir une position de liquidité et non pas une position de trésorerie dans l'application. Suivre son exposition au change, puisqu'on constate que pas mal de sociétés sont exposées au risque de change, mais n'ont pas forcément la capacité à le suivre, ni à se couvrir du coup. Donc ce sont des vrais sujets. Je pourrais prendre l'exemple des pouvoirs bancaires, qui sont en général des tâches assez rébarbatives, assez lourdes administrativement, et comme Jean-Baptiste l'avait évoqué, avec peu de valeur ajoutée. Et donc l'idée, c'est d'automatiser tout ça dans une solution comme Kiriba, par exemple. Ok. Merci à tous les trois. Alors, question un peu très intéressée, mais quels sont les critères à prendre en compte quand on fait un choix d'outils de gestion de trésorerie, d'optimisation de ses liquidités?
Jean-Baptiste, comment est-ce que cela s'est passé et quels seraient vos conseils sur le sujet? Comment ça s'est passé chez nous? On a regardé ce que l'on avait, on a regardé qui on était. Vous l'avez dit, c'est notre couverture géographique. Et puis on a regardé ce que l'on voulait faire. Ce que l'on voulait faire. Aller plus loin dans l'intégration, l'internalisation du groupe, préparer l'avenir, préparer la croissance. Donc il faut pas se tromper quand on choisit un outil. Il faut couvrir le besoin du moment, mais il faut aussi prévoir l'avenir, puisque une solution de trésorerie comme un ERP, comme tous les systèmes qu'on met en place dans les organisations et dans la direction financière, ça reste quand même quelque chose un effort que de changer d'outil. Ça reste, il faut mobiliser des ressources, il faut mettre des budgets. On ne fait pas ça tous les 4 matins. On est outillé pour plusieurs années. Et donc, il faut bien se projeter sur où est-ce qu'on veut aller à plusieurs années. D'accord. Chez nous, par exemple, le netting, c'est quelque chose qu'on envisageait depuis des années. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire aujourd'hui, mais je sais aujourd'hui que j'ai un outil qui me permet de le faire dès que j'ai envie, parce que l'outil est prévu, il est conçu, ce n'est pas une spécificité Massy, c'est intrinsèquement dans un des modules de Kiriba. Donc, je le veux, je le mets en route, je ne le veux pas, je ne le paye pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a séduit également, moi, cette notion modulaire, modulaire dans la couverture fonctionnelle, modulaire dans le tarif également. Hein. Il faut parler de ça quand on est entreprise. Ce n'est pas une grosse solution complète qu'on prend et qui couvre tout. C'est une solution qui est évolutive puisque gérée par module. Vous parliez aussi du risque de taux, du risque de change. C'est des éléments que pour le moment, nous n'avons pas activés, nous n'avons pas acheté. Alors, il se trouve qu'en ce moment, on n'a pas de problématique taux-change, ou en tout cas assez faible et qui ne nécessite pas de les outiller. Mais on fait de l'international, on a de la dette et on sait bien évidemment que ce sont des sujets qui peuvent revenir sur le tapis. On les a eus il y a quelques années. On les traitait comment? On les traitait, voilà, non pas efficacement, donc soit avec d'autres outils qu'on avait à côté, d'autres offres, des offres SaaS, des offres bancaires, des offres diverses et variées. Mais voilà, un besoin, une problématique, le cash, plusieurs outils, pas efficaces, pas opérationnels. Il faut passer son temps à rapprocher des bases, à faire parler tout ça. Voilà. On a également la couverture fonctionnelle évolutive qui nous permet toutes ces perspectives. Et puis, c'est plus important, et c'est là où on s'est rapidement compris et qu'on a bien fonctionné avec Martin et avec les équipes de Dimo Gestion, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout seul, nous, entreprises. Il faut un partenaire, il faut quelqu'un qui soit à nos côtés, parce que quand on intègre un système de ce type-là, il y a des choses qu'on ne fait pas tous les matins, des paramètres, des mises en route, des configurations, des interfaces et toutes ces réjouissances d'un projet d'intégration. Il faut être accompagné. Et le choix du partenaire pour que ça se fasse de façon douce, agréable, c'est toujours un effort, mais il faut qu'il soit le plus doux possible pour l'organisation. Et ben c'est le choix du bon partenaire qui doit bien comprendre la problématique, qui doit bien comprendre la méthode qu'on veut utiliser, qui doit bien comprendre les enjeux, qui doit s'imprégner de tout ça et s'adapter à qui nous sommes et à là où nous voulons aller. Et en ça, on s'est bien trouvé avec Martin et avec l'ensemble des équipes sur eh bien voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble, comment est-ce qu'on peut fonctionner, et pour le projet et pour l'avenir, puisqu'on avait également une problématique chez nous, Massy, qui était un peu particulière, où précédemment, notre ancien gestionnaire d'application passait un temps fou à régler des problématiques techniques liées à l'outil. Alors chez nous, Massy, tout ça, c'était à la direction financière. Il y a certaines organisations, c'est dans la direction informatique.
on met où on veut, mais dès qu'on a l'outil chez nous, dès qu'on a un outil, et en plus on veut lui mettre de la sécurité, il est tout de suite un peu touchy à faire fonctionner, j'ai envie de dire. Et donc, il y a et le mode SaaS qui nous a facilité les choses, puisque du coup, on a externalisé de facto tout un tas de sujets qui étaient chez nous avant. Et puis, on a imaginé avec les équipes de Dimo la possibilité aussi d'avoir de l'assistance, d'avoir du consulting, d'avoir de la TMA, un tierce maintenance applicative, cette interface ô combien importante pour nous, entreprises, entre l'éditeur et nous, parce que l'éditeur, il est très spécialisé sur son applicatif et nous, parfois, on a des besoins assez simples et des besoins dans le contexte dans lequel nous sommes, et il faut rentrer dans ce contexte. Et ça, c'est tout l'avantage d'une TMA, c'est tout l'avantage d'une équipe plus proche que l'éditeur, dont ce n'est pas le rôle non plus. Certains l'ont fait par le passé, et chaque éditeur a son mode de fonctionnement qu'il souhaite, mais on a imaginé aussi avec les équipes de Dimo de pouvoir fonctionner en TMA de façon à suivre l'évolution de la CI. Si demain il faut rajouter quelques comptes, une banque, un contrat, un pays, il y a des choses qui peuvent passer en mode projet et puis il y a des choses qui pourront passer aussi dans la TMA. Et ça, c'était assez séduisant dans ce qu'on a construit ensemble. Voilà. Donc, transition toute trouvée, on parlait de TMA, d'IMO, donc quels sont les critères clés à prendre en compte, en considération pour un bon outil d'un point de vue intégrateur? Je voudrais remercier Jean-Baptiste pour ces mots-là déjà. Merci. Alors là, oui, effectivement, point de vue intégrateur, d'IMO Software, on est intégrateur, donc il y a une porte d'entrée unique, c'est d'IMO, que ce soit sur l'avant-vente, la contractualisation, le déploiement, le support, la maintenance et la TMA qui va encore en plus. Là, c'est du service et des contrats de service. Et je pense sur cette partie projet, il y a des critères importants à prendre en compte. Et c'est ce qu'ont très bien fait les équipes de Massy. C'est déjà l'analyse de ses besoins. Les équipes, donc Emmanuel, notamment chez Massy, avaient réalisé en amont son étude, son analyse de ses besoins, je pense avec Jean-Baptiste, et ils avaient analysé ça sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Et donc nous, on est rentré dans ce schéma-là, où effectivement, on a validé avec Massy leurs besoins, on a validé tous ces besoins sur le moyen et long terme, on a mis en face la solution qui correspondait là-dessus. Donc ça, c'est un des premiers critères, valider ce périmètre-là. Un autre enjeu important, je pense que c'est surtout de choisir des solutions qui sont simples et évolutives. Et au catalogue de Dimo, on va mettre que ces solutions qui vont être simples et évolutives. Pourquoi ? Parce que ça va permettre surtout aux utilisateurs de prendre en main facilement la solution pour l'utiliser de manière quotidienne, mais aussi pour être autonome le plus possible sur le paramétrage. Et ça veut dire que l'entreprise est seul maître de son... de la façon dont elle souhaite travailler, elle n'a pas besoin de dépendre de Dimo Software pour rajouter du paramétrage si besoin. S'il y a besoin de rajouter du paramétrage et que l'entreprise n'a pas le temps, et ben c'est le contrat de TMA par exemple. Donc voilà. Et ensuite, peut-être dernier enjeu, et on l'a vu, et Jean-Baptiste l'a mentionné, c'est le planning et l'agenda du projet en lui-même. Et en fait, c'est faire des projets qui sont plutôt courts. Le but, c'est d'éviter les effets tunnels. Donc, c'est être en production rapidement, quitte à lotir le projet, et ce qui va permettre aussi d'avoir une adhésion plus forte des utilisateurs. Martin, voilà. Merci beaucoup, Martin. Maxime, alors, comment on choisit un bon outil, c'est quoi les critères de succès d'un choix d'un outil de trésorerie? Alors, premièrement, bien entendu, et ça rejoint ce que Martin et Jean-Baptiste évoquaient, la réponse fonctionnelle aux besoins présents, mais aussi futurs. Moi, je vais orienter le débat d'une manière différente. C'est, je pense, quand on met en place un TMS, on ne choisit pas forcément un fournisseur, mais plutôt un partenaire. Parce qu'en fait,
c'est pas une solution qu'on met en place pour 3-4 ans, ce sont pour des périodes qui sont bien plus longues. Et donc le choix de l'éditeur est primordial. Et pour cela, je pense qu'il faut regarder en fait l'évolution de l'entreprise, donc de l'éditeur en l'occurrence, au fil des dernières années. Voir comment dans le passé la société a évolué jusqu'à nos jours. Si on s'attarde à la période d'aujourd'hui, voir le nombre de clients, quel est son actionnariat, qui en dira long sur ses investissements futurs en règle générale, faire des témoignages clients, appeler des clients déjà pour se renseigner sur la société, et ensuite sur la partie future, voir comment la société peut nous accompagner demain. Quelle est sa roadmap en termes d'évolution produit. On parlait d'internationalisation, voir comment la société peut nous accompagner à l'international ou sur de nouveaux besoins. Est-ce qu'elle monte des partenariats technologiques? Donc c'est un point très important pour moi de regarder l'évolution de l'entreprise au fil des années pour choisir le bon partenaire en termes de TMS, tout simplement. Merci. Jean-Baptiste, j'ai une petite question, vous en avez parlé tout à l'heure. Le choix d'une solution en mode SaaS. Alors, soit le marché a été ouvert depuis quelques années, on pourrait parler évidemment de gens comme Salesforce qui ont quand même démocratisé énormément, mais est-ce que ça a été un sujet pour vous ou non, c'était pas regardé spécifiquement? Oui, bien sûr. Alors, pour tout vous dire, moi j'ai la double particularité de chapeauter également l'IT chez nous. Et ça depuis plusieurs années. Le mode SaaS, nous, on n'a jamais eu aucun problème avec le mode SaaS. C'est une tendance forte sur toutes les solutions technologiques qui s'offrent aux entreprises depuis plusieurs années. Il y en a qui sont plus ou moins réticents. Nous, on l'a jamais été chez Massy, en se disant tout simplement que le facteur, et c'est une conscience qu'on a très rapidement eue, le facteur humain et donc le risque quelque part, le risque sur la machine, sur la solution technologique, sur la sauvegarde, sur la capacité à gérer le cycle de vie, le patch, le correctif, à administrer tout ça convenablement, que le risque, il était plutôt chez nous que dans le concept du mode SaaS. Il est plutôt chez nous parce que de tenir à jour un IT, de tenir à jour une politique de sécurité, de tenir à jour, tout ça, c'est des événements, des choses qui sont, avec la multiplication des applications, qui sont assez complexes au bout d'un moment. Et le mode SaaS, nous, on l'a très rapidement vu comme quelque chose qui nous permettait finalement d'externaliser tout ça, de le packager. Alors certes, la lecture tarifaire est assez différente à lire, hein, puisqu'il faut remplacer des coûts internes par des coûts externes, mais ça ne nous a jamais posé problème chez Massy. Ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça, que de se dire on va le faire sur une fonction aussi vitale, aussi critique que la trésorerie, parce que toutes les technologies, les modèles sont robustes et éprouvés. On n'est pas les premiers non plus. Hein, je ne vous cache pas, Massy, on est une ETI, donc on ne va pas faire des expériences à aller dans des schémas, des modèles totalement innovants où on va être les premiers. On laisse ça aux multinationales, aux gros acteurs. Mais quand les solutions sont là, bien installées, en place, matures, éprouvées, on n'a aucun problème avec le mot de SaaS, bien au contraire. Et pour illustrer ça, moi, ma trésorière avant passait beaucoup trop de temps à gérer des opérations de patch correctif mise à jour. J'ai passé beaucoup trop de temps à gérer des opérations de serveurs qui ne fonctionnaient pas. La communication bancaire, le matin, ah zut, ça n'a pas communiqué, il faut relancer, il faut appeler la banque, il faut relancer le traitement, je ne sais quoi. Alors, encore une fois, on met ça à l'IT, on met ça à la finance, peu importe. Mais il y a quelqu'un dans l'organisation qui s'en occupe. Le mode SaaS, on est débarrassé de tout ça. Débarrassé. Plus de problème de patch correctif, mise à jour, plus de problème de com bancaire qui ne marche pas. Tout ça, c'est dans le prix. Et donc, c'est juste de la cohérence derrière. Ma trésorière, à qui je veux donner plus, à qui je veux emmener plus loin, eh ben, je vais débarrasser de tous ces tâches qui, pour moi, sont bien entendu vitales, parce qu'il faut que ça fonctionne, mais sont sans valeur ajoutée, puisque nous, ce dont nous avons besoin, c'est que ça fonctionne et c'est de gérer notre business. C'est pas de gérer des patchs chez des correctifs, c'est de gérer notre business, de gérer notre cash. Donc, c'est qu'une opportunité pour moi, le mode SaaS. Merci Jean-Baptiste. Oui, Maxime. Juste pour compléter les propos de Jean-Baptiste, en tant qu'éditeur, si on doit se trouver un ennemi, c'est l'obsolescence, tout simplement.
puisque une fois qu'un produit est obsolète sur le marché, il est dépassé et les concurrents sont déjà là, bien entendu. Donc je rejoins complètement les propos de Jean-Baptiste, où quand on est éditeur, qui plus est en SaaS mutualisé, donc qui sous-entend que tous nos clients travaillent sur la même version, la même plateforme, on se doit de tenir une version à jour, donc tant sur le plan maintien de la plateforme, d'un point de vue disponibilité pour nos clients, mais aussi en termes de fonctionnalité et d'être toujours à la pointe de la technologie à ce niveau-là, tout simplement. Et effectivement, à la pointe de la technologie, puisque quand on a passé la barrière de la sécurité, qui n'en est pas une de barrière, c'est qu'on a accès à des technologies avec le SaaS qui sont plus puissantes, qui seraient inaccessibles avec une solution qu'on a chez soi, notamment l'intelligence artificielle ou le blockchain, ou en fait avec là où on va avoir des vrais bénéfices métiers sur des prévisions plus tard ou sur de la lutte contre la fraude qu'on ne pourrait pas avoir sans ce modèle-là aussi. Et juste pour terminer sur le sujet, je pense qu'il y a une question très intéressante à poser quand on a un éditeur en face. C'est quelle part de son chiffre d'affaires il réinvestit en recherche et développement. Et en général, c'est assez révélateur. Et pour Kyriba en moyenne, entre 20 et 25% du chiffre d'affaires annuel. Très bien. Merci à tous les trois. Merci d'avoir participé donc à ce débat sur les enjeux du service de trésorerie dans les ETI. Et si vous le souhaitez, à distance, posez donc des questions. Nous sommes ici pour y répondre. Ce sera avec grand plaisir. Donc on ouvre les questions à distance. N'hésitez pas, je regarde ça en direct. Alors, première question. Quels conseils pourriez-vous donner pour optimiser votre projet ? Est-ce que, Jean-Baptiste, pour cette question ? Oui, pour optimiser le projet, c'est déjà de l'appeler projet. C'est important, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait au fil de l'eau comme ça quand on a le temps. Il faut se contraindre. Il faut se contraindre dans la relation tripartite, éditeur, intégrateur, entreprise. Une équipe projet. En méthode projet, avec des lots, avec des dates, avec des ressources, avec des objectifs, avec des points de passage, avec la gouvernance, avec tout ça. C'est ça qui va garantir que ça va fonctionner. Et après, c'est tout, voilà, on fait des lots, on les appelle 1, 2, on les appelle optimisation, on les appelle comme on veut. Et c'est ça qui va permettre de tenir les ressources, de tenir les budgets, de tenir le changement en évitant, comme l'a dit Martin tout à l'heure, l'effet tunnel. Hein, il vaut mieux se dire je change à ISO parce que comme ça je n'ai pas d'effet tunnel, je peux au moins rapidement assurer mes fonctions vitales que j'avais déjà, mes fonctions historiques. Et puis derrière, on fait un deuxième projet qui est un projet d'évolution, un projet netting, un projet Espagne, un projet couverture géographique, un projet risque de change. On lotit comme on veut. Voilà. Et de bien se lotir et s'engager tous sur les mêmes objectifs. Merci, Jean-Baptiste. Autre question. Quels sont les facteurs clés de succès dans le cadre de l'internationalisation ? Peut-être côté Dimo, software, Martin ? On en a parlé un petit peu avant. Tout à fait. Et ça reste, je pense, le facteur clé, c'est l'analyse au début, en amont. Analyse de la cartographie des flux sur les filiales internationales, sur les banques, quel type de flux. Et en fait, on fait ça conjointement entre le client, l'intégrateur, l'éditeur. Le but, c'est de converger vers une matrice des formats. Et ensuite, à partir de là, c'est comme un projet. On va fixer des échéances, on va fixer des étapes. Pour qu'il n'y ait pas de dépassement et que ça se passe très bien. Voilà. Merci. Alors, sur la partie dans les facteurs clés de succès dans un projet, on va dire international, et ça on le constate, c'est plus un retour d'expérience chez nos clients, c'est souvent l'occasion pour nos clients de rationaliser au niveau de leurs partenaires bancaires, puisque en général, quand plus on va dans des pays, on ouvre des nouvelles banques, des nouveaux comptes bancaires, et on monte très rapidement ce qu'on peut appeler une usine à gaz. Et la mise en place d'un projet, un TMS international, tout simplement, c'est en général l'occasion pour nos clients de rationaliser au niveau du nombre de partenaires bancaires et de se recentrer peut-être sur un projet un peu plus simple, tout simplement. Merci. Autre question. Quels sont les délais de mise en œuvre d'un tel projet pour une ETI ? Alors peut-être Martin ? Alors moi, je vais une réponse de Normand, ça dépend du périmètre, ça dépend
Ça dépend du volume de banque, ça dépend du volume d'utilisateurs, du nombre de filiales. Voilà. Mais ça peut être très court. On peut avoir des projets sur 1 mois et demi et ça peut être beaucoup plus long, sur plusieurs mois, en fonction de ce qui a été décidé. Côté Massy, Jean-Baptiste, ça a été fait en... Très pragmatique. Nous, c'était 7-8 sociétés, 63 comptes bancaires, 6 banques, gestion du court terme, ETBAC 5. Avec tous les contrats, on a combien? Une bonne dizaine de signataires. On doit avoir 25 comptes utilisateurs avec des rôles comptables, trésoriers, RH, signataires, je l'ai dit, pardon. On a la dette moyen terme qu'on a repris. Ça nous a pris septembre-décembre, 4 mois. Merci. Moi, j'ai une question. Je vois les autres questions arriver, mais moi, j'ai une question. On voit arriver, et alors ça tombe très bien que Jean-Baptiste soit avec nous, puisque en double casquette CFO et CIO, directeur administratif et financier, directeur informatique, pardon, la relation IT-trésorerie, d'un point de vue sécurité, justement, comment ça se gère? Peut-être, je regarde Maxime. On constate de plus en plus, et c'est sans doute lié à l'actualité récente, c'est que les DSI sont de plus en plus impliqués en amont des projets. Et que globalement, il est compliqué de prendre une décision, alors sans la finance bien entendu, puisque ce seront les futurs utilisateurs de notre plateforme, mais aussi sans la DSI. Et on peut l'expliquer assez facilement dans la mesure où, quand on utilise un TMS, et en l'occurrence Kyriba, il y a tout quand même le cycle de paiement qui transite par la solution et qui peuvent être des données dites sensibles pour les entreprises. Donc la question de la sécurité est primordiale. Et donc aujourd'hui, il est impossible de mener un projet à bien sans avoir eu au moins la validation de la direction informatique, ce qui semble absolument légitime. Jean-Baptiste, quelque chose à rajouter ou pas? Sur le fait d'avoir les deux casquettes, ça simplifie, j'imagine, beaucoup le débat, mais... Oui. Alors, ça le simplifie, mais pour moi, j'ai des compétences à la finance, j'ai des compétences à l'IT que je dois faire travailler main dans la main pour régler toute la chaîne de sécurité, puisque la sécurité, c'est toute une chaîne avec de la technique, avec de l'organisation, avec beaucoup d'humains, parce que même il faut oser parler dans les sociétés de ce facteur humain, et c'est pas simple, parce que bien entendu, le technicien va vous dire que c'est pas lui la faille, alors qu'il est tout autant maillon faible que peut-être le trésorier à l'autre bout de chaîne. Pour moi, la clé, c'est de les faire travailler tous ensemble pour, encore une fois, remettre simplement, parce que toutes ces couches d'organisation, de flux, de protocole, de process, il faut remettre tout ça à plat, le dessiner gentiment, simplement, mettre tout le monde autour de la table et mettre la cartographie des risques, pour regarder où est-ce qu'elle est et puis la travailler comme tous les risques, du plus important. D'abord le risque le plus fort et puis descendre progressivement dans toute la granularité des risques. Et le problème, si on fait ça en silo, c'est que le technicien va vous travailler le risque technologique en allant au bout du bout. C'est bien pour le risque technologique, ça répond à cette problématique-là, mais pour le risque d'ensemble, il peut y avoir peut-être une faille béante à côté qui est à la frontière entre les deux mondes. Et si on ne le regarde pas convenablement, on a tout faux, parce qu'on va résoudre quelque chose, certes d'important, mais qui n'est peut-être pas le risque le plus important pour l'organisation. Donc pour moi, c'est le travail en équipe entre ces deux fonctions qui fait la clé de la réponse que l'organisation doit apporter à la sécurité. Donc on intègre les équipes IT dès le départ, de toute façon dans le projet, on travaille en mode projet, ça on l'a entendu. On est obligé. Il y a de l'IT partout et l'IT ne comprend pas le process et le process a du mal à comprendre la techno. Il faut que ces gens-là se parlent, travaillent main dans la main, trouvent un langage commun et dessinent la cartographie. Alors moi, ma particularité, c'est qu'avec la double casquette, je vois et je lis plutôt pas mal les choses, mais il faut arriver à les lire convenablement et pour ça, c'est du travail en équipe. Merci. Merci beaucoup. Vos solutions d'intégration sont-elles compatibles avec l'ensemble des ERP? Bon, je m'adresse
Maxime de Kyriba? Globalement, oui. Par expérience, chez Kyriba, je n'ai pas encore rencontré de RP qui était incompatible, puisqu'on est sur des interfaces relativement simples entre Kyriba et les différents types de RP. Alors en effet, c'est toujours mieux quand on a un ERP relativement récent et qui est en mesure de faire des choses simples. Je pense tout simplement à sortir un fichier de paiement au format attendu par la banque, souvent un format XML par exemple. Mais pour répondre à votre question, oui, on est en mesure de s'interfacer avec la quasi-totalité des ERP, je pense. Oui, et puis même s'il n'est pas capable de sortir un fichier de format, un fichier au format attendu par la banque, donc dans un ancien format, Kyriba serait capable même de le transformer. Donc il y a peu de risques là-dessus. Tout à fait. Et ça, c'est tout l'intérêt. Alors, je parlais de la partie paiement, de ce qu'on appelle chez nous la Payment Factory, qui permet d'intégrer des fichiers de paiement dans Kyriba, et Kyriba se chargera de les transformer au format attendu par la banque, dans l'hypothèse où votre ERP ne serait pas en mesure de le faire. Merci. Alors, je crois qu'on y a répondu, et Jean-Baptiste l'a fait, mais au-delà des profils informatiques chez Dimo, quels sont les profils en face de la direction financière et éventuellement informatique du client? Alors, bon, ça va être peut-être paraphraser, si je puis dire, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais je pense qu'on y a à peu près répondu. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus sur les ressources et les profils à mettre en face d'une direction financière? Moi, je vais être pragmatique. La fonction trésorerie, chef de projet. Chez nous, on a mis des compétences ERP, parce que vous parlez certes du format de fichier pour sortir pour l'instruction de paiement ou effet ou autre, mais toute la prévision, c'est un peu du sur-mesure. Donc, il faut que l'IT bosse fort pour sortir le bon format de fichier avec les bonnes informations comme on a envie en fonction de ce que l'on souhaite faire. Et j'ai mis également, moi, des ressources infrastructure, sécurité, sur comment on fait voyager le fichier, quel protocole, quel niveau de sécurité, qui a le mot de passe, qui a le super mot de passe. Voilà, donc moi, c'est les compétences que j'ai mis, ERP, infrastructure, sécurité, trésorerie et chef de projet. Merci. Oui. Non, c'est ça. Côté IT, côté client, ce qu'on retrouve, c'est apporter des fichiers, de la data bien formatée. Voilà. La trésorerie doit-elle être un des premiers piliers des levées de fonds? ETI, PME, start-up, peu importe. Alors, peut-être Jean-Baptiste, encore? Ouais, c'est intéressant comme question. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que nous, je vous ai dit que le groupe évolue, se structure. Aujourd'hui, nous, on est dans des relations bancaires classiques, bilatérales, comme on les appelle. C'est-à-dire, on discute avec chacune de nos banques en un à un et on gère les volumes, les flux, les services, l'entêtement. On gère ça comme ça. Quand se pose la question de la levée de fonds, bien souvent, se fait avec des crédits syndiqués. D'accord? Donc, avec une relation bancaire qui est définie avec d'autres règles. D'accord? Et vous voyez, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je parlais avec un de mes banquiers en lui disant bah, très bien, parce on se pose ces questions. Là, chez Massy, on évoque ces questions avec nos partenaires bancaires. Et je lui posais la question de très bien, ok, compris pour le financement, mais pour la fonction finance, pour la fonction trésorerie, qu'est-ce que ça veut dire demain? Et lui était très réaliste en disant mais ça va tout vous changer. Ça va tout vous changer puisque de facto, si vous passez, vous levez des fonds demain, on va mettre les lignes non pas sur N entités, mais sur une seule. Et bien, ça sera à vous après de redistribuer, de vous organiser différemment. Donc, de mettre un cash pooling via convention de trésorerie, via solution bancaire, zéro balancing. Il y a tout un tas de choses qui existent, mais ça veut dire en tout cas que ça centralise encore plus la relation et la gestion du cash, la gestion, la gestion de la trésorerie. Donc, financement, levée de fonds, financement, pour moi, levée de fonds, financement structuré, conséquences fortes sur la façon de gérer, piloter sa trésorerie. Merci. Commentaire, monsieur? Non? Bon. Très bonne Écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les trois.
pour être venu et assister à cette table ronde sur les enjeux du service de trésorerie dans les ETI. Un grand merci à distance, très clairement à Massy, parce que c'était un bon moment d'échange. J'espère qu'à distance, ça s'est très bien passé aussi. Merci beaucoup. C'était notre allié, une fois de plus. Un grand merci en tout cas à tous les trois et à très bientôt, je l'espère. Merci. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Au revoir.